Bonsoir, merci à tous d'être venus ce soir à la presque veille de Noël, c'est beau, hein, pour se retrouver donc, pour la deuxième conférence du cycle sur la vie. Donc, je vous laisserai Stéphane présenter notre invité de ce soir, l'homme mystère. Et j'en profite cependant pour vous dire que le cycle continue évidemment au mois de janvier. Et qu'au mois de janvier, on parlera donc de la question du théâtre, donc rien à voir avec ce qui va se passer ce soir, le théâtre et la vie, et que notre invité de la semaine du mois de janvier est ici. Ce sera Michel Rival. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. Et au mois de janvier, ce sera précisément le 18. Le 18 janvier, voilà. Donc, voilà. Donc là, on va passer un très bon moment. Ensuite, on va boire un petit verre et ensuite, on y pensera au 18 janvier. Et on se retrouvera le 18 janvier. Voilà. Bonne conférence. Bonjour, merci d'être là ce soir. Donc, ce soir, nous recevons Étienne Dagorn, donc, qui est économiste, qui travaille à l'INED, à l'Institut national des études démographiques, et qui va venir présenter son travail notamment de statistique. Et tout comme ses collègues qui travaillent à l'Institut qu'il nous présentera, ces statistiques sont faites de mesures de nos vies, et à partir de ces mesures, eh bien, des décisions, des calculs sont pris par les autorités, le gouvernement, et Étienne donc, va nous présenter l'adéquation de ces décisions avec ce qu'on pourrait en attendre et leur efficacité éventuelle. Donc Étienne, ton travail de thésard a été sur l'impact du Covid sur la poursuite des études, et donc sur les 2 ans et sur le décrochage. Sur le décrochage. Jusqu'à quelle année? Donc là, on s'est arrêté en 2021. 2021. Donc la première année. Et donc après cette thèse, donc docteur, tu as été recruté par l'INED. À l'INED, ouais. Donc, je travaille toujours sur les thématiques d'éducation, et donc là aujourd'hui je vous présente. Donc, je vais beaucoup parler de mortalité, c'est pas très joyeux pour commencer la soirée. Tu vas prendre le micro? Moi, je vais. Si je parle doucement, comme ça sera peut-être mieux. Eh bien, je vais vous souhaiter une bonne conférence, Étienne. Merci beaucoup pour l'introduction. Donc, pour compléter, donc, je suis en postdoctorat à l'INED. Donc, l'INED, c'est l'Institut national d'études démographiques. Donc, c'est un institut qui est pluridisciplinaire, où il y a des sociologues, des anthropologues, et comme partout, il y a des économistes. Donc, on arrive un peu à coloniser tous les autres sciences humaines. Donc, dans l'idée, là, ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est... Donc, j'ai travaillé un peu sur ces thématiques-là. J'ai surtout travaillé sur les politiques publiques pendant la pandémie. Donc, l'idée, c'était un peu d'amener une réflexion sur comment est-ce que la mortalité et l'espérance de vie est perçue, comment est-ce qu'elle a évolué pendant les derniers siècles, les inégalités qu'il y a dans l'espérance de vie. Et après, c'était pour mieux comprendre aussi... mettre un peu de perspective sur quelles sont les politiques publiques qui ont été implémentées pendant la pandémie. Alors, je vois qu'il y a des jeunes au fond, donc ce qu'on va faire, c'est que pour vous inclure vraiment dans la discussion, s'il y a des points qui ne sont pas forcément très clairs, vous avez juste à lever la main. C'est un peu challenging, et comme ça, vous posez juste la question. Pour toutes vos questions de compréhension, n'hésitez pas à le faire. Donc, à savoir qu'il y a... Donc là, ça va être peut-être un peu différent de ce à quoi vous êtes habitués, c'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de graphiques pour illustrer mes propos. Donc c'est que je me base sur les travaux de beaucoup de collègues pour présenter l'étude de ce soir. Donc si vous n'êtes pas habitué à ça, je vais essayer de prendre beaucoup de temps pour vous expliquer un peu comment fonctionnent les graphiques, qu'est-ce qu'on y voit et comment est-ce qu'on peut les identifier. Donc s'il y a des points qui ne sont pas clairs, n'hésitez pas pour les questions de clarification à lever la main et à poser votre question. Et je tiens aussi à m'excuser, je ne fais pas de la colonisation anglophone, mais la plupart des graphiques seront en anglais, mais donc je vais les lire avec vous, et comme ça on va pouvoir avoir une lecture ensemble de tous ces figures. Ok? Ça vous va comme organisation? Oui, parfait. Donc, dans l'idée, j'aime bien commencer des graphiques par les cartoons des économistes. Donc c'est un éditorial qui est assez marqué politiquement au UK. Et donc dans l'idée, c'est qu'on voit ici donc, une dame avec un masque qui appelle un ascenseur qui est la société, et qui dit « Nous sommes tous fatigués d'attendre ».
Et on veut juste que la société soit de nouveau ouverte. Et donc on voit que l'ascenseur descend, et donc on voit qu'il y a l'encou qui est à ce niveau-là pour dire on peut monter ensemble si vous voulez. Donc l'idée c'est que si on n'est pas patient, potentiellement on va être confronté à la mort. Et donc en fait l'idée c'est que ces enjeux-là, ils ont été très présents pendant le Covid, où on a eu beaucoup ces enjeux de se dire quel est vraiment le taux de mortalité, qu'est-ce que c'est les cas, comment est-ce que les cas se traduisent en décès, et donc est-ce que ces décès-là sont évitables, est-ce qu'ils sont inévitables, qui est-ce qui touche. Et donc on a été vraiment confronté pendant la pandémie à qu'est-ce que c'est la mortalité. Et donc derrière cet enjeu-là, on a été confronté à plein d'idées, l'espérance de vie, les inégalités d'espérance de vie, et donc, etc., etc. Donc l'idée c'est un peu de prendre du recul pour un peu comprendre d'où est-ce que se situe historiquement l'espérance de vie, et ensuite comment est-ce qu'il y a une certaine hétérogénéité qui est observée. Donc ma présentation est en 3 temps. Premièrement, c'est un peu vous parler de l'historicité et un peu l'évolution qu'il y a eu de l'espérance de vie de par le monde et en France. Ensuite, je vais vous présenter l'Institut de recherche pour vous expliquer un peu toute l'hétérogénéité qu'il y a dans comment est-ce qu'on peut appréhender la vie au sein de la recherche. Ensuite, c'est vous parler plus spécifiquement de la pandémie. Et enfin, c'est vous amener des faits pour vous parler un peu de l'hétérogénéité des inégalités qu'il y a derrière l'espérance de vie. Donc, premièrement, c'est un premier graphique, c'est pour vous montrer. Donc, le Larsen n'est pas. Vous l'entendez aussi beaucoup, j'imagine. Est-ce que si je parle comme ça, vous m'entendez ou pas? Ouais. Ok. Donc, ça va? Devant, oui, mais derrière, c'est vrai. On entend bien, nous on entend bien. Est-ce que si je me mets par ici, ça va ou pas? Ouais. Ok, je ferai un peu plus de marche pour aller à l'ordinateur. Donc premièrement ici, c'est un graphique qui retrace l'évolution de l'espérance de vie qu'il y a eu dans le monde entier. Donc, pour vous inciter un peu, c'est une initiative qui est de Harvard in Data. Et donc Harvard in Data, c'était la première initiative pour mettre en place des bases de données qui soient disponibles pour mieux comprendre la société à travers une approche empirique. Donc l'idée, c'est qu'on peut analyser l'espérance de vie à travers le monde et avoir facilement accès à toutes ces bases de données-là. Donc là, qu'est-ce que vous voyez? Donc la courbe rouge, c'est l'évolution du niveau moyen d'espérance de vie en 1800. Ensuite, la courbe orange, c'est l'espérance de vie en 1950 dans les différents pays. Et enfin, en 2012, vous avez le troisième niveau, la troisième couche d'espérance de vie qui est observée. Et donc, qu'est-ce qu'on voit déjà? C'est de se dire que l'ensemble des pays a connu une augmentation conséquente de l'espérance de vie entre ces 3 périodes-là. Et ensuite, c'est que cette hausse-là, elle est observée pour la plupart des pays qui sont observés dans l'échantillon. Donc l'idée, c'est de se dire que nous, ce qu'on a comme approche pour l'instant, de se dire, donc quand on parle de mortalité, quand on parle des conditions de vie, c'est que le premier fait, c'est de se dire qu'on vit plus longtemps dans tous les pays du globe depuis que les mesures existent. Donc ce constat, ça nous amène déjà à se dire que peut-être que l'espérance de vie qu'on considère jusqu'à 80 ans, c'est une première mondiale. Et donc, ça nous amène un peu à reconsidérer notre rapport avec la vie. Donc, je dis ça avec ma posture de jeune, donc c'est plus simple. Mais donc, pour les personnes qui ont... donc là, par exemple, on est sur une espérance de vie dans les pays les plus riches de 80 ans. Donc en gros, c'est-à-dire que toutes les personnes qui ont plus de 80 ans sont les premières, on va dire, les premières cohortes arrivées à ce niveau-là depuis longtemps. Donc félicitations à vous. Donc l'idée, c'est un peu de mettre une perspective géographique par rapport à ça, et donc se dire, ok, peut-être que ce fait qui est observé dans ce premier graphique que je vous montre, peut-être que c'est surtout concentré parmi les pays qui ont été industrialisés très tôt et donc qui ont connu une hausse de leurs conditions de vie, et donc c'est eux qui ont augmenté leurs standards de consommation, et donc ils ont une vie plus avancée. Ce qu'on voit dans ce graphique-là, c'est donc vous avez le niveau d'espérance de vie par pays qui est mesuré en 1950 et en 2015, et donc vous voyez que la plupart des pays ont changé de couleur pour aller vers une couleur qui va être plus verte ou plus bleue. Donc c'est-à-dire que vous avez connu une augmentation de l'espérance de vie parmi la plupart des pays. Et mis à part en Afrique centrale et en Afrique subsaharienne, vous avez connu une augmentation de l'espérance de vie dans tout le monde, enfin dans tous les pays du globe, et ce en moins de 65 ans. Donc c'est des progrès qui sont énormes en soi, parce que là, si vous voyez que par exemple, si vous êtes par exemple, si vous observez le cas de la France, où on avait une espérance de vie qui était à 60 ans à peu près, donc en 1950, et maintenant en 2015, on a une espérance de vie qui est de plus de 80 ans.
Donc vous voyez que ça fait une hausse de près de 20 ans de différence d'espérance de vie en assez peu de temps. Et donc cette évolution-là, elle n'est pas forcément... Donc elle est fortement marquée, certes, par les pays occidentaux, mais on l'observe dans tous les pays du monde. Et donc l'idée de ce qu'il y a derrière, c'est que l'espérance de vie, ce qui est intéressant, c'est que c'est un processus qui est cumulatif. C'est-à-dire que c'est la manière, l'âge à laquelle vous allez décéder, ça va traduire aussi votre condition de vie pendant l'ensemble de votre cycle de vie. Et donc c'est ça qui va être intéressant, c'est de se dire, ok, peut-être que cette évolution de l'espérance de vie a été due à des augmentations du confort de vie, du style de vie, des changements, travailler moins, et donc on va être moins fatigué, on va pouvoir vivre plus longtemps, etc. Et donc tous ces facteurs, on a tendance à se dire que globalement, on n'a jamais vécu aussi longtemps dans tous les pays du monde que maintenant. Donc ça, c'est un premier constat déjà pour se dire, pour un peu relativiser cette notion de vie. Et donc on voit que cette évolution-là, par rapport au premier graphique que je vous montrais, en fait cette évolution-là, elle a surtout été importante pendant les 50 dernières années. Et donc l'idée, c'est de se dire, ok, là vous nous montrez des données qui sont généralisées sur l'ensemble des pays. Maintenant, si on se focalise plus sur un seul pays, à savoir la France. Donc là, c'est une petite pub pour mon employeur, l'INED. Donc c'est des données où on a étudié, enfin où des collègues ont étudié l'évolution de l'espérance de vie des hommes et des femmes dans le temps. Et donc on voit que grosso modo, on a une hausse constante de l'espérance de vie depuis 1740. Si ce n'est, oui, on a des chocs qui sont très très forts lors des guerres. Ce qui est assez logique, c'est-à-dire que pendant les guerres, vous avez une mortalité qui est beaucoup plus élevée des hommes et des femmes, parce qu'ils sont exposés au conflit, et donc ça amène une baisse mécanique de l'espérance de vie. Donc, juste petit point de clarification, pour les étudiants, l'espérance de vie, c'est en gros à quel âge moyen vous êtes observé et vous décédez. C'est à peu près ça. J'aurais peut-être dû commencer par ça. Donc, dans l'idée, c'est que, grosso modo, si on voit ça, on voit que on a une augmentation qui est constante dans le temps et qui augmente. Donc, c'est-à-dire, tous ces standards qu'on a développés sur la vie en bon état de santé, avec l'âge, etc., c'est des problématiques qui sont très récentes et qui, en fait, n'avaient pas lieu de se poser avant parce qu'on n'avait pas l'occasion de vieillir assez vieux pour y être exposé. Donc, dans l'idée, une fois qu'on a fait ça, donc on voit que ça a augmenté dans le temps, qu'il y a des chocs qui peuvent se passer, mais que grosso modo, on a une augmentation de l'espérance de vie. Et donc, l'idée, c'est que aussi, vous constatez qu'il y a un aspect qui est relativement genré, c'est-à-dire que vous voyez que les femmes vivent à 2-3 années de mémoire, plus longtemps que les hommes. Et donc ça s'est observé à partir du fin du 19e siècle. Pardon. Donc, l'idée, c'est de se dire, ok, comment est-ce que de l'autre côté a augmenté, si on prend la vie, là je vous parle de la fin de vie, le décès, mais si on se base plus spécifiquement sur le début de la vie, donc à savoir le nombre de nouveau-nés qui arrivent au sein d'un pays. Donc à savoir que cette notion-là, elle est assez située historiquement. Et pour ça, on peut regarder donc la campagne plus ou moins de propagande du régime de Vichy, donc en pré-43. Donc c'est une collègue historienne qui m'a dit que c'était important de faire la distinction. Je n'ai pas trop la nuance, mais en tout cas, c'est la propagande du régime de Vichy avant 1943. Donc à gauche, vous voyez donc sans enfants aujourd'hui, plus de France demain. Donc vous n'avez pas d'enfants sans une politique nataliste et familiale. Donc adhérer à l'alliance nationale qui saura l'obtenir. Et ensuite, vous avez donc donner la vie engendre la joie. Donc vous avez vraiment dans l'idée que c'était assez présent dans la culture entre guillemets populaire et dans la propagande du gouvernement de dire que c'était important d'avoir plus d'enfants, que ça allait amener une nation forte et avoir plein de bienfaits économiques. Et donc l'idée, c'est de vous dire, ok, ça, donner la vie, avoir une politique nataliste, est-ce que c'est vraiment important ? Et donc l'idée, c'est surtout important parce que ça amène un peu à reconsidérer les différentes valeurs qu'on a et comment est-ce qu'on se projette. Et donc dans le cas de la natalité, ce qui est important de se dire, c'est que il y avait la grande peur d'avoir le déclin un peu d'une nation parce qu'il n'y avait plus d'enfants qui naissaient et donc la plupart il n'y allait pas avoir de successeurs à la patrie, etc., etc. Et donc, on a des affiches comme celle-ci, donc qui vont faute d'enfants, où allons-nous ? Et donc, on a des projections qui descendent inlassablement et donc qui devraient atteindre une situation où il y aurait quasiment plus de Français.
Donc, ok, je vous cite ça. Est-ce que ces données-là, elles ont raison? Est-ce que c'est encore des faits qu'on observe? Comment est-ce qu'on peut discuter de ça? Comment est-ce qu'on peut discuter de ça en disant qu'est-ce qu'on observe maintenant? Et donc on part du constat, donc pareil, que par rapport à 1982, donc le point qui est le plus à gauche, il y avait 820 000 nouveau-nés en France, et en 2022, on est à 720 000. Donc vous voyez qu'il y a une baisse brute de 100 000 enfants nouveau-nés par an. Donc ça, c'est les sources INSEE, vous pouvez les regarder comme vous le souhaitez. Et donc dans l'idée, donc là je ne vous ai pas encore parlé de mon employeur, mais donc l'idée c'est de comprendre un peu d'où viennent ces comportements-là. Donc à la fois l'espérance de vie, donc je vous dis que c'est un peu la somme de tout le cycle de vie qu'on a eu, des conditions de vie, qu'en même temps il y a les comportements de natalité, de fertilité, de fécondité. Et donc un peu, comment est-ce que tout ça s'explique? Parce qu'il peut y avoir une logique à ces changements-là. Et donc l'idée, donc ce que disait Sébastien, donc moi je suis à l'Institut national d'études démographiques, et donc c'est un institut qui travaille sur la démographie. Et donc, il fait partie d'un ensemble dans ce qu'on appelle donc les EPST. Donc, en fait, c'est différents centres de recherche. Et donc, vous avez, donc le plus connu, ça va être le CNRS, donc le Centre national de recherche scientifique. Vous avez ensuite l'INRAE, qui travaille sur l'agriculture et l'environnement. Vous avez l'INED, l'INRIA, sur l'informatique, l'INSERM sur la santé et l'IRD. Et donc, l'idée, en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'INED, ça va un peu reprendre cette historicité de pourquoi est-ce qu'on va s'intéresser au comportement de natalité, de fertilité, d'espérance de vie, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir voir, à travers l'évolution de l'INED, de comprendre comment est-ce que la démographie est un peu arrivée dans le débat public. Donc, l'idée, premièrement, donc l'Institut a été créé en 1945. L'idée, c'était un peu de comprendre qu'est-ce qui amenait les politiques, enfin, pourquoi est-ce que comprendre un peu les comportements de fécondité, de fertilité de la population française. Et donc, l'idée, c'est que la direction a été donnée à un économiste, donc Alfred Sauvy, pour un peu réussir à quantifier ces évolutions dans le temps. Et ensuite, l'idée, c'est que donc on a eu une grande dynastie, on va dire, Sauvy, qui est resté président de l'Institut de 1945 à 1962. Et donc, l'idée, c'était d'avoir cette approche qui était pluridisciplinaire. Donc, c'est-à-dire qu'on allait à la fois avoir des démographes qui allaient travailler sur les projections de population pour voir l'évolution de l'espérance de vie, et à la fois d'avoir des sociologues qui vont plus étudier les conditions de vie des gens, avoir des anthropologues pour comprendre les différentes mœurs qui ont pu se développer au cours des générations, etc., etc. Donc ensuite, très rapidement, il y a eu la naissance de l'école démographique française. Donc l'idée, c'est d'avoir une approche, donc Alfred Sauvy a créé cette école de démographie, ensuite Louis-Henri a créé la démographie historique, donc c'est-à-dire comprendre les trajectoires de long terme de la démographie française. Ensuite, il y a eu différentes évolutions administratives qui ne sont pas très intéressantes. Et ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ensuite, l'INED est devenu un vrai centre de recherche. Donc, c'est-à-dire qu'il est devenu, comme le CNRS, un institut qui travaille uniquement sur les questions de recherche. Et donc, comment est-ce qu'il répond à ces questions-là? C'est qu'il va produire des enquêtes, des sondages pour mieux comprendre les différentes dimensions des comportements démographiques en France. Et donc, pour illustrer un peu cette diversité des approches, c'est donc maintenant, l'INED, il y a 10 thématiques qui sont présentes. Donc, il y a la fécondité, la famille, la conjugalité, le genre, la sexualité, la mortalité, la santé, les logements, les inégalités spatiales, les migrations, la démographie économique, l'histoire, la mobilité et les parcours, les santé et droits sexuels et la démographie des populations d'études. Et donc, vous voyez en fait que cette approche qu'on avait un peu centrée, très franco-française, de comprendre à la période d'après-guerre comment est-ce que tout ça évoluait, en fait, on voit que cette démographie, elle est plurielle et mixte, et donc il y a énormément d'approches qui peuvent être pertinentes pour l'appréhender. Et donc, pourquoi est-ce que maintenant on parle plus souvent des enjeux démographiques? Donc, par exemple, sur la question des retraites, donc, vous savez, on est arrivé, on a dit d'accord, là, on est dans une logique où il y a de plus en plus de personnes âgées, de moins en moins de jeunes. Donc, il faut qu'en fait, les personnes qui sont sur le marché du travail restent plus longtemps pour pouvoir cotiser, pour que la balance des retraites soit à égalité. Et en gros, l'idée, c'était qu'il y avait toujours ce discours ambiant de comprendre comment est-ce qu'évoluaient les flux de population. Et donc, pour ça, il faut faire des simulations. Et donc, il faut forcément avoir des hypothèses, avoir des enjeux, de l'incertitude sur comment est-ce qu'on va mobiliser tout ça. Donc, et modéliser, pardon. Donc, l'idée, c'est là, je vous ai pris donc les projections des Nations Unies sur le projet des populations mondiales.
Et donc, vous voyez qu'on a une augmentation de la population. Donc, cette année, on a passé les 8 milliards d'habitants sur Terre. Donc, vous voyez que la vie augmente. Et l'idée, c'est qu'on a à la fois une vie qui est de plus en plus marquée. Donc, par exemple, si on prend le graphique à droite, vous voyez que donc les projections, donc là, au milieu du graphique, c'est en 2025. En fait, vous voyez au fur et à mesure du temps que la courbe rouge, qui est la part de la population qui est âgée entre 0 et 14 ans, va devenir moins importante que celle qui a plus de 65 ans. Donc dans l'idée, c'est-à-dire qu'il va y avoir une idée où les pays, en moyenne, vont vieillir. Et donc ils vont vieillir, et donc il va y avoir des enjeux générationnels qui n'étaient pas présents auparavant. Donc typiquement, je vous parlais des retraites. Donc l'idée, c'est de se dire comment est-ce qu'on va réussir à financer des choses qui existent, sachant que la structure même va évoluer. Donc c'est-à-dire que les personnes qui vont payer vont changer. Et donc l'idée, c'est qu'en même temps, donc pareil sur l'idée de projeter un peu les évolutions de population. Donc sur le graphique en bas à gauche, on voit qu'il y a une baisse de la population, donc de l'évolution moyenne du taux de population. Donc on va avoir vers une population qui est de plus en plus âgée et qui est de moins en moins nombreuse. Donc pourquoi est-ce que tout ça, ça pose problème? Donc ici, vous voyez, c'est l'évolution du nombre de personnes 65 ans et plus, 65 ans et plus et 85 et plus de 1950 à 2050 dans les 40 pays à longévité est plus élevée. Et donc vous voyez que l'ensemble, donc chaque courbe représente un groupe d'âge. Donc la première courbe ici, c'est 65 ans et plus. La deuxième, 75 ans et plus et 85 ans et plus. Et donc qu'est-ce que vous voyez? C'est qu'en fait, on a dans les pays les plus riches, on a un vieillissement de la population. Et donc, ici, on regarde les composantes de l'accroissement naturel annuel de la population âgée de 65 ans et plus hors migration en France. Et donc, on voit les différentes périodes. Donc, par exemple, sur le point 1, on observe qu'il y a un déficit de naissance des générations nées pendant la guerre mondiale. Le point... Et en gros, donc le point 2, c'est on a toujours ce déficit. Et donc le point 3, c'est qu'on voit qu'on a une arrivée à l'âge de 65 ans de la première génération des baby boomers. Donc on a pareil, donc cette pyramide des âges qui est inversée. Donc tout ça pour dire que ces enjeux, en fait, ils vont être relativement importants sur la manière dont on va concevoir les politiques publiques. Parce que ça amène un peu à re-questionner comment est-ce qu'on façonne les politiques publiques. Surtout, donc, ce que je vous disais auparavant, c'est qu'on est dans des institutions qui sont politiques, qui ont été créées avant qu'il y ait ces inégalités, ces disparités d'âge. Et donc tout ça va changer. Et donc maintenant, ce que j'ai vraiment envie de souligner, c'est vous parler donc de la pandémie et comment est-ce que ces enjeux d'âge et d'espérance de vie ont été intégrés. Donc, dans l'idée, c'était pour mettre une petite touche historique. Donc ça, c'est les premiers diagrammes sur l'évolution des mortalités au cours des saisons, mais on va passer ça. Donc, pendant la pandémie, vous vous souvenez, donc à chaque fois que maintenant j'arrive et que je parle de mes recherches, j'arrive sur des choses qui sont très positives, à savoir la pandémie, la mortalité et le décrochage à la fac. Donc là, on est en plein dedans. Donc au début de la pandémie, on se disait, oui, mais en fait, donc il y a une augmentation de la mortalité, on ne sait pas combien le virus va être létal, mais parce qu'il y a eu des confinements qui sont importants, il va y avoir une baisse du taux de mortalité. Et donc, que toute cette idée qu'on a de considérer la mortalité pendant le Covid, il faut se dire qu'elle est énormément sous-estimée parce qu'il y a des politiques qui ont été draconiennes pour empêcher que les gens décèdent. Et donc, dans l'idée ici, donc vous voyez, donc la courbe la plus à gauche, ça va être les projections des personnes qui décèdent. Donc, à gauche, c'est de toutes les causes. Au milieu, c'est les pneumonies. Et à droite, c'est la grippe. Et donc, vous voyez que dans toutes les projections, vous avez une hausse donc, qui est au niveau de avril 2020. Donc, vous voyez le pic pour toutes les projections. Et ensuite, vous avez une énorme baisse de toutes les personnes qui décèdent. Et donc, on aurait tendance à se dire, si on regarde le graphique un peu naïvement, à se dire, en fait, la pandémie n'a rien changé. Et donc, elle a encore mieux, elle a amené les gens à moins décéder. Mais donc là, il faut s'imaginer, rappelez-vous, 2020, on est tous enfermés. Donc en gros, il y a énormément de personnes qui sont mortes, mais malgré le fait qu'on était tous enfermés. Donc en gros, toutes les statistiques qui sont décrites sur la mortalité sont à considérer à travers ce prisme-là.
Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais vous présenter des graphiques sur le fait de la mortalité, gardez en tête que c'est la mortalité qui est observée, alors qu'on était tous enfermés à la maison et qu'il n'y avait aucune communication entre les individus. Donc, ces chiffres de mortalité-là sont largement sous-estimés. Donc, ce graphique, il met surtout en avant qu'on a observé une hausse de la mortalité et que cette hausse de la mortalité, elle a amené une baisse des décès des autres types. Donc, l'idée, c'est un peu de vous montrer cette évolution-là et comment est-ce qu'elle a évolué dans le temps à travers certains pays. Donc, à travers l'exemple de certains pays. Donc là, en soi, ce qu'on voit ici, une mesure qui est revenue dans les débats assez rapidement, c'est la mortalité excessive. Donc, vous vous souvenez, donc on prenait les dates de décès qu'il y avait par mois ou par semaine des années antérieures et on regardait la différence qu'il y avait par rapport à cette période-là. Et comme ça, on se disait que la différence qui était observée, en fait, était celle qui était due uniquement au Covid. Vous vous souvenez de tout ça? Ouais. Donc, dans l'idée, vous avez donc la droite 0, ça traduit le fait qu'il n'y ait pas de variation entre ce qui est observé pendant la pandémie et les années antérieures. Et donc, toutes les courbes qui sont au-dessus traduisent le fait qu'il y a eu un excès de mortalité par rapport aux années précédentes. Donc, je vous passe les calculs relativement très compliqués pour calculer les projections, etc. Mais en gros, on voit que pour l'ensemble des pays, on voit que globalement, toutes les droites sont au-dessus de 0. Donc, on a observé un excès de mortalité. Et ça, on était tous enfermés chez nous. Il faut vraiment garder cette toile de fond en tête. Et donc, dans l'idée, on voit que y a... Après, donc on a octobre 2023, on arrive à quelque chose qui se lisse plus ou moins parce que le virus est plus létal, parce qu'on est plus vacciné, etc., etc. Et donc, l'idée, c'est de se dire, ouais, mais là, vous nous dites encore une fois l'histoire partielle. Parce qu'en plus, il y a eu tous les reports, il y a eu tous les reports d'opérations, toutes les populations vulnérables qui ont été délaissées, etc., etc. Et donc, l'idée, c'est peut-être de réussir à voir la différence qu'il y a entre les projections et ce qui est vraiment observé. Et donc pour ça, juste avant, là, donc c'est les 3 pays qui sont observés. Donc en rouge, vous avez l'Allemagne, en vert, les États-Unis et en violet, la France. Et donc dans l'idée, vous voyez que les courbes suivent plus ou moins la même tendance. C'est-à-dire que à peu près peu importe les politiques qui ont été implémentées, on arrive à des résultats qui sont relativement proches et avec des variations temporelles qui traduisent aux différentes vagues qui ont été exposées pendant la pandémie. Donc dans l'idée, encore une carte. Et l'idée là, c'est en gros, on va travailler sur le rapport qu'il y a eu donc entre la mortalité excessive, alors ratio of excess mortality, par rapport à la mortalité qui a été reportée par rapport au Covid. D'accord? Donc dans l'idée, c'est de regarder si ce qu'on a calculé auparavant, donc le quotient de personnes de mortalité excessive et des personnes qui sont décédées et que ce soit enregistré que ce soit décédé par rapport au Covid. Ça va ce ratio? Moyen. Donc en gros, dans l'idée, c'est que l'index que je vous disais, on va prendre par mois et on va comparer le nombre de personnes qui sont décédées et on va regarder avec les années antérieures. Ça va être la mortalité excessive. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que dans les fichiers de décès, on va dire, OK, est-ce que cette personne est décédée d'une pneumonie? Est-ce qu'elle est décédée de la grippe? Est-ce qu'elle est décédée du Covid? Et donc, on va pouvoir comparer, en fait, les personnes qui sont décédées en général par rapport aux personnes qui sont décédées du Covid. Et donc, l'idée, c'est que si ce ratio il est supérieur à 1, c'est-à-dire qu'il y a eu des effets, on va dire, de débordement du Covid par rapport aux autres pathologies qu'on pouvait déclarer. Et là, vous pouvez me dire, oui, mais ça peut être aussi une erreur de mesure standard parce que tout le monde n'a pas reporté qu'il y avait que les gens qui décédaient avaient le Covid. Mais bon, on va passer ce détail-là. Donc, dans l'idée, tous les points qui sont à partir du bleu clair sont des ratios qui sont supérieurs à 1. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu plus de décès, donc de mortalité excessive par rapport à ce qui était mesuré par rapport au Covid. Donc, on a eu tendance à avoir beaucoup plus de mortalité dans les pays qui sont plus vers le rouge. Okay, donc, et là, vous devez garder en tête, donc il y a des gros guillemets dans ce que je dis, parce que
vous voyez que par exemple tous les pays d'Afrique centrale et d'Afrique subsaharienne sont en rouge. Donc là, on peut plus se dire, ok, potentiellement, c'est différentes mesures qu'il y a eu par rapport au Covid. Mais ce qui est des pays type les États-Unis ou les pays d'Europe de l'Ouest, on voit qu'on est quand même à un ratio qui est supérieur à 1. Donc il semblerait que si ça a été mesuré correctement, on a eu des effets un peu de débordement. Donc, l'idée, c'est de vous dire, d'accord, là, je vous présente quelque chose de très macro, très large, il y a plein de pays, et vous me dites, ouais, mais en fait, il y a plein d'erreurs de mesure dans ce que vous nous racontez. Là, vous comparez le Soudan avec les États-Unis, c'est pas les mêmes systèmes médicaux, c'est pas les mêmes capacités de tests, et tout ça, en fait, vous comparez des choses qui n'ont pas grand-chose à voir. Donc, dans l'idée, là, ce que j'ai envie de vous présenter, c'est des choses qui sont plus au niveau français. Donc, c'est-à-dire, si on considère, si on se dit peut-être qu'il y a une hétérogénéité spatiale qui n'est pas forcément présente entre les pays, mais entre les municipalités. Et donc les municipalités, vous savez, en France, il y a 36 000 communes, et donc les communes sont agrégées de différentes manières, ce qui amène à ce qu'on ait plusieurs milliers de communautés de communes en France. Okay ? Et donc on peut se dire, on peut calculer la mortalité excessive qui a été présente pendant l'année où il y a eu la pandémie. Et donc l'idée, c'est de se dire, est-ce qu'on observe des différences par rapport au niveau de richesse qui est observé dans la commune? D'accord? Donc c'est vous dire, en fait, donc, la commune de La Roche-sur-Yon, donc vous êtes une communauté de communes, donc on va prendre tous les décès qu'il y a eu pendant la période du Covid, et donc on va regarder, par rapport aux 10 années passées, est-ce qu'il y a une différence ou non? Et après, pour compléter l'analyse, on va se dire, la communauté de communes de La Roche-sur-Yon, où est-ce qu'elle se situe dans la distribution des revenus. Ok? Et donc l'idée, c'est de vous dire, peut-être que si vous êtes une commune, je connais très mal la région, mais si vous êtes une commune relativement aisée, potentiellement, vous allez avoir moins de personnes qui vont travailler dans des métiers à risque, où ils ont été exposés, tous les métiers de première ligne, potentiellement. Alors qu'à l'inverse, si vous allez à un territoire que je connais mieux, vous allez en Seine-Saint-Denis, là, vous allez avoir tous les gens qui ont travaillé pendant la pandémie et donc été beaucoup plus exposés par rapport au Covid. Et donc, logiquement, si vous dites que c'est juste ces traits-là qui les distinguent, vous pouvez regarder, est-ce que les communes qui appartiennent en bas de la distribution ont évolué différemment par rapport à celles qui sont plus en haut. Ça va? Et donc, c'est exactement ce que ce graphique vous montre. Donc, l'idée, c'est que c'est mesuré donc, au niveau du mois. Et donc, les auteurs, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mesuré la mortalité excessive par mois pendant la première année de la pandémie, 2020. Et donc, dans l'idée, qu'est-ce qu'on voit? Les 3 premiers mois, il n'y a pas de différence entre les communes selon qu'elles se situent dans le premier quartile de la distribution ou dans les autres quartiles. Et ensuite, on voit à partir du 4e mois, donc janvier, février, mars, en avril, donc rappelez-vous, c'était là où on a commencé à être, où on était bien confiné, où les gens qui ont le Covid, ça avait bien eu le temps d'infuser. Et donc là, on commence à avoir une augmentation du niveau de décès pour les 2 populations. Et en fait, vous voyez, plus que ça, vous voyez qu'au début, vous avez un petit écart. Et qu'en fait, cet écart-là, il tend à augmenter au fur et à mesure dans le temps. Et donc ça traduit le fait qu'en fait, le Covid a amené une mortalité excessive pour tous les quintiles de la distribution. Donc c'est-à-dire que vous soyez une communauté de communes qui soit riche ou pauvre, vous avez été touché par le Covid et vous avez eu plus de mortalité qui était prévue. Et à l'inverse, on observe que c'est plus marqué pour les communes qui sont dans le bas de la distribution, donc les plus pauvres. Donc l'idée, c'est de se dire qu'en fait, le Covid, ça a augmenté les inégalités en termes de décès. Et donc l'idée, c'est de se dire, ouais, mais en fait, votre étude là, elle n'est pas complète parce que, rappelez-vous, on a eu différentes politiques publiques. Donc ici, on était en zone verte, je pense. Donc c'est-à-dire, peut-être que les communes qui sont les plus pauvres se situent à l'est du pays et donc ont eu des politiques publiques qui étaient différentes pour contenir le virus. Et à l'inverse, celles qui étaient vertes sont peut-être plus favorisées ou ce genre de choses. Et donc, l'idée, c'est que ça, on peut le tester. On peut regarder, est-ce qu'avant la pandémie, ils avaient des taux de décès qui étaient différents? Est-ce s'il y a des pays qui sont plus riches, plus pauvres, enfin des communes qui sont plus riches, plus pauvres? Et donc, on va pouvoir comparer, est-ce que ces 2 communes-là sont statistiquement différentes? Et donc, si elles ne le sont pas,
Ça veut dire que logiquement, la différence que vous observez entre les zones rouges et vertes, en fait, ça va être l'impact du confinement qui a été observé sur la surmortalité. Donc vous vous rappelez, à la fin du premier confinement, il y a eu les zones rouges et les zones vertes. Et donc les zones rouges avaient interdiction de faire des barbecues à plus de 6 et donc avaient des restrictions qui étaient relativement faibles, mais alors que la zone verte était de nouveau libre. Vous vous souvenez? Ça va? Donc, en gros, rappelez-vous juste que là, les zones rouges, c'est l'Est de la France qui a connu des politiques qui étaient plus restrictives à la fin du premier confinement. Et donc, dans l'idée, c'est que si on compare en fait les zones rouges et les zones vertes avant la pandémie, et si elles ne sont pas différentes, eh ben on peut dire que la différence qui est observée sur le niveau de mortalité excessive sur le graphique est due à la politique de confinement qui a été implémentée à l'Est. Ok ? Et donc, qu'est-ce qu'on voit sur ce graphique? Donc, en fait, on retrouve un peu... on retrouve pas du tout le graphique antérieur. Et donc, dans l'idée, là, on va regarder donc, la mortalité excessive au cours du temps. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Donc, c'est qu'on a toujours ce pic en avril, et que ce pic-là, il comprend donc, la zone rouge et la zone verte. Et donc, on voit que la zone rouge a connu un plus fort taux de décès que la zone verte, et qu'à l'inverse, sur la deuxième partie de l'année, les zones vertes ont connu un plus fort décès que les zones rouges. Et donc l'idée, c'est que les auteurs, il me semble de mémoire, démontrent qu'il n'y a pas forcément eu un lien entre cette politique supplémentaire et le nombre de cas reportés. Et donc vous dites, ouais, mais ok, donc c'est cool ce que vous nous dites, et il me reste 10 minutes, mais et donc c'est surtout, si on prend un peu de recul et qu'on cherche à avoir une logique un peu plus internationale à ce truc-là. Donc là, je reprends des données d'un article de recherche où en fait, il y a plus de 200 chercheurs dans le monde entier qui ont comptabilisé à la main toutes les politiques publiques qui ont été implémentées pendant la pandémie pour chaque jour. Okay ? Donc c'est un travail de titan. Et donc dans l'idée, en partant de ça, ils peuvent ensuite se dire comment est-ce que les évolutions politiques, enfin des politiques publiques ont évolué au fur et à mesure de la pandémie. Ok ? Donc là, pardon, ça a changé, c'est moi qui ai changé. Donc là, vous voyez, en fait, donc vous avez l'intensité de la politique publique qui est mesurée. Donc, selon, plus on va vers le rouge et plus on aura une politique qui est restrictive. D'accord ? Et donc, plus on va vers le blanc, et donc plus on va avoir une politique qui sera très, très light. Ok ? Donc, les politiques publiques, ça inclut le port du masque, l'interdiction des voyages à l'international, ça... le fait des événements publics qui sont arrêtés, etc. etc. D'accord ? Donc, on a 17 politiques publiques qui sont considérées ici. Et donc, dans l'idée, à partir de ces 17 politiques publiques-là, on peut voir, en fait, comment est-ce que le score a évolué dans le temps. OK ? Et donc là, on appelle ça des tapis. Donc, en fait, c'est que vous avez chaque ligne représente un pays, une observation. Et donc, comme ça, on peut voir comment est-ce qu'évolue cet indice de sévérité de la politique publique dans le temps. Et donc, vous voyez, il a classé ça par continent. Et donc, en gros, les 2 secondes... Ouais, ce graphe est un peu compliqué, mais je voulais juste... J'arrive pas bien à le lire. Donc... L'idée, donc là, si vous voyez la ligne qui est plus ou moins hachée, donc ça correspond à quand un pays a plus de 50% de la politique publique qui est efficace, qui est implémentée, parce qu'il y avait différents degrés d'augmentation. Et ensuite, vous avez les cercles qui nous intéressent le plus, qui sont les points, le nombre de cas qui sont reportés. Et donc, vous voyez, quand le pays a atteint les 100 cas ou quelque chose comme ça. Et donc, vous voyez qu'il y a une hétérogénéité qui est très forte. Et donc, pourquoi est-ce que nous intéresse cette hétérogénéité-là ? C'est se dire qu'en fait, ça dépend de combien est-ce que vous pondérez la vie et combien est-ce que vous avez accepté d'attendre avant d'implémenter une politique publique. Et donc, si on regarde dans le graphique qui est en haut à gauche, on voit qu'au sein de l'Europe, il y a une hétérogénéité qui est importante. Donc, c'est-à-dire que tous les gouvernements politiques, malgré le fait qu'ils soient proches, ils sont comportés de façon très différente lorsqu'il s'agissait de mettre en place des politiques publiques pour réduire le taux de mortalité. Ok ? Donc,
pourquoi c'est intéressant la pandémie? C'est que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais donc dans l'idée, c'est qu'il y avait très peu d'informations sur la létalité du virus. On n'avait aucune idée. On nous disait qu'au début, c'était pire que le Ebola, et donc il y avait énormément de décès, et donc il y avait plein d'incertitudes. Et donc dans l'idée, c'est que en fait, on peut voir assez finement avec cette expérience-là comment est-ce que les gens se sont comportés dans l'incertitude. Et donc pour faire ça, donc là je vous mets un article de recherche qui dit qu'en fait, c'était surtout un effet de suite. Donc c'est-à-dire qu'un pays prenait le choix de mettre en place une politique publique et l'autre suivait. Et donc c'est pour ça qu'en Europe, il y avait des politiques sanitaires qui étaient relativement similaires, et donc que tout ça était expliqué par des logiques géographiques. Et donc nous, ce qu'on a fait avec des collègues, c'est se dire, mais en fait, peut-être que cette hétérogénéité géographique, elle n'est pas forcément si vraie si on prend du recul. Donc vous voyez, ici, vous avez à gauche le nombre, la mesure qui traduit combien est-ce que de cas étaient observés lorsqu'il y a eu la première politique restrictive. D'accord ? Donc plus vous avez une couleur qui est claire, et plus vous avez un gouvernement qui a attendu avant de mettre en place une politique publique. Et donc là, vous voyez qu'en fait, c'est pas forcément si concentré géographiquement. Vous avez des cas qui se baladent un peu donc vous avez la Suède, vous avez l'Égypte, vous avez l'Espagne, mais donc c'est des pays qui ont pas de raison apparente d'être proches entre elles. Alors, et donc pareil, si on prend donc l'indice de sévérité dont je vous parlais, donc plus vous allez vers une couleur sombre, et donc plus vous avez mis en place des politiques restrictives. Et donc vous voyez, pareil, qu'il n'y a pas cette idée de concentration géographique de ces politiques-là. Et donc l'idée qu'on s'est dit avec les copains, c'était que peut-être que en fait cet effet-là, il était dû à d'autres caractéristiques qui expliquaient pourquoi est-ce que les gouvernements se comportaient de façon différente. Donc, et l'idée, ce qu'il y a derrière, c'est que la manière dont les gouvernements ont répondu, c'est-à-dire la manière dont ils souhaitaient à préserver leur population. Et donc ça peut s'expliquer par d'autres facteurs qui sont un peu plus profonds que juste la concentration géographique. Et donc notre hypothèse, ce qu'on teste, c'est qu'il y a un peu de déterminant, entre guillemets, culturel de comment est-ce que les pays se sont comportés pendant la pandémie. Et donc l'idée, c'est de se dire, peut-être que en fait, les gouvernements, c'était pas tant la peur du nombre de cas qui étaient observés, c'était pas tant la mortalité, c'était peut-être juste le capital social qui était présent dans le pays. Donc le capital social, c'est quoi ? C'est vous dire, combien est-ce que vous avez confiance dans un inconnu ? Et donc, est-ce que vous faites confiance à cette personne-là en règle générale ? Et donc ça va traduire des logiques d'interaction sociale d'un pays. Et donc l'idée, c'est de se dire que si vous avez des interactions sociales qui sont denses et fortes, peut-être que les gens vont suivre de façon autonome les restrictions sanitaires. Et donc le pays n'aura pas forcément à implémenter des choses qui sont strictes. Ou, à l'inverse, vous pouvez vous dire, en fait, la pandémie, c'est un peu un test de patience. Parce qu'en fait, on peut se dire qu'un pays qui va être très patient va pouvoir va attendre longtemps avant de mettre des politiques publiques parce qu'il ne va pas stresser, il va se dire, en fait, c'est juste un rhume, on va attendre. Et alors qu'à l'inverse, un pays qui sera relativement impatient va chercher à directement mettre le marteau et taper dessus, quoi. Et donc, nous, ce qu'on a fait, donc on a testé empiriquement ces relations-là. Et donc, ce qu'on trouve, c'est que là, pour chaque point, ça va être un pays dans notre échantillon. Donc, on a 75 pays. Et donc, vous voyez que donc la responsiveness, ça va être la réactivité de chacun des pays. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé donc, cet indice de réactivité par rapport à 4 dimensions culturelles qu'on considère. Donc là, vous avez donc, le goût pour le risque des pays, avec l'idée de se dire peut-être qu'un pays qui a un goût pour le risque va attendre plus longtemps avant de mettre en place une politique publique. Et donc, on ne trouve pas de relation qui est importante, qui est significative. À l'inverse, on trouve une relation qui est négative entre la patience et l'implémentation de la première politique publique. Donc, les pays les plus patients ont attendu plus longtemps avant de mettre en place des politiques publiques. Et nous, ce qui nous intéressait le plus, c'était ce coefficient de confiance. Et donc, on trouve que les pays qui ont confiance, qui ont un niveau de confiance fort entre les citoyens, tendent à avoir attendu plus longtemps. Bon, ça, je vais passer. Et donc, dans l'idée, dernière extension, parce qu'il me reste 5 minutes, mais donc, dans l'idée, là, ce qui est intéressant, c'est de se dire, OK, là, vous nous parlez du nombre de cas, OK, peut-être que les pays, ils ont considéré ça, c'est important. Ouais, mais ce qui va être le plus important, c'est de comparer qui est-ce qui a été positif et qui est-ce qui est décédé par rapport à la pandémie.
Et donc, ce qu'on observe dans ce graphique-là, donc en fait, à gauche, vous avez la part de tests positifs parmi les individus qui sont testés. Et à droite, vous avez les mortalités à 30 jours parmi les personnes qui sont faites tester. Et donc, si vous observez des différences entre les deux, c'est-à-dire que soit vous êtes des individus qui sont testés positifs et qui ne décèdent pas, ou alors vous êtes des individus qui sont... Ouais, en gros, c'est ça qu'on peut tester. Et donc, qu'est-ce qu'on voit à gauche? Donc, je ne vous ai pas parlé de ça, mais c'est un échantillon états-unien avec différentes races, âges, etc. Et donc, vous voyez que vous avez... Donc, à droite, vous avez... Enfin, dans la figure de gauche, tous les points qui sont à droite de la ligne, vous observez qu'il y a une corrélation qui est positive entre la couleur de peau, donc le fait d'être noir ou hispanique, avec le fait d'être testé positivement. Et donc ça s'explique assez facilement par le fait que, vous avez des métiers où vous êtes plus en contact avec les autres, vous pouvez pas faire moins de télétravail, etc., etc. Ensuite, vous observez donc la deuxième dimension, c'est l'âge. Et donc on voit donc pareil qu'il y a que la majorité des jeunes ont été testés positifs par rapport au Covid. Et donc on trouve pareil qu'il y a une relation au niveau du sexe et de statut urbain-rural. On ne va pas trop aller là-dessus pour le moment. Ce qui nous intéressait, c'est d'abord comparer, est-ce qu'on retrouve ces dimensions-là quand on prend le niveau de mortalité. Et en fait, ce qu'on observe, c'est qu'on ne voit plus trop de différences par race, mais à l'inverse, on observe que les jeunes vont moins décéder par rapport aux personnes qui sont plus âgées. Et donc les personnes plus âgées, ça va être la tranche d'âge de 70 à plus de 80 ans. Et donc l'idée, pourquoi est-ce que c'est important? C'est que ça amène une autre perspective sur comment est-ce qu'on a considéré les politiques publiques pendant la pandémie. C'est se dire, si on va un peu plus loin, c'est pourquoi est-ce qu'on a préservé, pourquoi est-ce qu'on a mis en place ces politiques-là, et à qui, pourquoi est-ce qu'on les a mises en place. Et donc l'idée, ce que je veux mettre en avant, c'est d'un peu vous montrer l'hétérogénéité qu'il y a derrière cette idée d'espérance de vie. Et donc, premièrement, c'est vous dire, en fait, on est dans un lycée, vous avez été confronté à ça en première ligne, et vous vous dites, c'est quand même terrible, les ados, ils ont vachement souffert de la pandémie. Et donc, tous les chiffres que je vous montre sur l'excès de mortalité, tous ces chiffres qui sont certes positifs, ils sont jamais mis en perspective avec qu'est-ce que ça a été les effets de débordement qu'il y a eu de toutes les politiques sanitaires. Et donc, pour ça, les scientifiques, ils ont commencé à se dire, on va chercher à regarder déjà la perte d'apprentissage qui a été observée. Et donc, ce qu'ils ont fait, ils ont pris des tests qui étaient standardisés, donc un peu du style PISA dans pas mal de pays. Et donc, ils ont regardé, si on compare la cohorte qui a été exposée à la pandémie par rapport à celle d'avant, quelles sont les différences? Et donc, l'idée, c'est qu'on va faire ça avec une étude, ensuite avec 2 études, 3 études, et donc avec toutes les études qui ont été publiées. Et comme ça, on va pouvoir toucher beaucoup de pays. Et donc, dans ce graphique-là, vous avez à droite, ça va être la couleur des pays qui sont considérés dans l'échantillon. Donc, vous voyez, c'est surtout des pays occidentaux. Ça, on ne peut pas l'enlever. Et ce qu'on va voir, c'est que ensuite, chaque point va considérer une étude qui est différente. Et enfin, la ligne que vous voyez qui traverse le graphique, ça va être l'effet moyen qui est observé. Et donc, vous observez que cette droite-là, elle est en dessous de 0, donc il y a eu en effet une perte d'apprentissage pour les cohortes qui ont été exposées à la pandémie. Et donc pour vous donner un ordre de grandeur sur la magnitude, c'est à peu près une demi-année de scolarité qui a été perdue en moyenne par cette cohorte-là. Donc maintenant on peut se dire, ok, mais bon, on a sauvé plein de vies en soi. Donc c'est positif. Ça a eu un coût, mais c'est positif. Et donc, dans l'idée, si on prend une mesure qui est un peu différente, si on se dit, ok, est-ce qu'on a vraiment sauvé la vie des gens qui étaient les plus heureux et qui étaient vraiment les personnes qui étaient le plus heureux sur Terre? Parce que là, vous savez, on nous dit beaucoup, oui, les jeunes, les adolescents, ils sont en train de faire des dépressions, et donc, en fait, pour eux, c'est terrible. Nous, quand on était jeunes, à cet âge-là, on se posait pas ces questions-là, etc., etc. Et donc, dans l'idée, si on prend un peu de perspective là-dessus, et si on regarde un peu le niveau de satisfaction qui est mis à travers les âges, d'accord, pour se dire, ok, en soi, tout cet effort qui a été fait pour les politiques publiques, peut-être qu'il a été amené à profiter des gens qui étaient le plus heureux sur Terre. Et donc, potentiellement, c'est très positif.
Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Donc, c'est qu'en gros, donc, on va s'arrêter surtout sur la figure qui est en haut à gauche. Et donc, c'est, vous voyez, le niveau de satisfaction qui est reporté selon l'âge. Donc, vous voyez, donc, chaque petite barre, donc la première, ici, ça fait 15, c'est la classe d'âge 15-24 ans, 25-34 ans, 35-44, 40, etc., etc. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on a cette relation un peu en U inversée entre le niveau de satisfaction qui est reporté selon les âges. Et donc, c'est se dire, OK, il y a une différence qui est notable. Donc, ensuite, si on prend un peu de perspective par rapport à ça, c'est vous dire, OK, en fait, l'idée, c'est de se dire, oui, mais c'est quand même, même si on observe que c'est cette tranche d'âge-là qui n'est pas forcément la plus heureuse, c'est pas grave. Mais l'idée, c'est de se dire, quand même, on a sauvé beaucoup de vies. Et donc, que cette différence de mortalité qui a été mesurée, en fait, c'est bien, je vais très rapidement, c'est bien parce qu'on a réussi à sauver plein de vies. Mais donc, cette hausse-là, donc pareil, si on enlève un peu tous les effets de débordement qui sont la perte d'apprentissage, etc., c'est de se dire, est-ce que vraiment cette différence d'espérance de vie qu'on a gagnée, est-ce qu'elle n'était pas déjà présente dans la société? Donc, par exemple, ici, c'est un article qui se dit qu'au début de la pandémie, la surmortalité qui était observée correspond aux inégalités d'espérance de vie qu'il y avait par couleur de peau aux États-Unis. Donc l'idée, c'est de se dire que c'était plus simple de mettre un confinement à toute la population plutôt que de se dire pourquoi est-ce qu'on a des populations qui ont des espérances de vie différentes. Sachant que la société états-unienne est une société très ségrégée, donc il n'y a pas les mêmes conditions de vie, et donc que les personnes noires souffrent plus de leurs conditions de vie que les personnes blanches. Et donc, on pourrait très bien se dire qu'avec tout l'argent qui a été dépensé pour la pandémie, peut-être qu'on pourrait mettre en place des politiques publiques qui permettraient de résorber un peu cette différence d'espérance de vie qui est observée, par exemple. Mais ce n'est pas la perspective qu'on a choisie. Ensuite, c'est de se dire, OK, on est toujours sur cette espérance de vie-là, et en fait, cette espérance de vie-là, elle reprend beaucoup d'enjeux sociétaux, et donc, c'est quand même intéressant comme truc. Et donc, l'idée, si on prend donc l'espérance de vie toujours aux États-Unis, et donc, on va regarder ces deux graphiques-là. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'en fait, il y a une hausse de l'espérance de vie pour les personnes qui sont hispaniques et pour les personnes qui sont noires. Et qui touchent les deux sexes. OK? Et donc, on peut se dire, ouais, mais il y a quand même un truc qui est bizarre, c'est que là, on a une baisse pour les hommes qui est très prononcée. Enfin, on a une baisse. Et donc, l'idée, c'est de se dire, OK, mais en fait, cette baisse-là, à qui c'est dû? Est-ce que c'est dû à ceux comme nous qui ont fait des études supérieures, et donc en se disant, en fait, on a le syndrome de dépression, et donc on a une espérance de vie qui est moins élevée, ou alors est-ce que c'est les personnes qui sont plus populaires, et donc qui ont des conditions de vie qui sont de moins bonne qualité? Et donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'en fait, ça touche cette baisse d'espérance de vie, elle touche surtout l'homme blanc qui n'a pas fait d'études. Alors que pour les autres niveaux de population, on voit qu'il y a une augmentation de l'espérance de vie. OK. Donc l'idée de tout ça, en fait, c'est devenu un point de discussion pour les chercheurs en sciences sociales. C'est se dire que, en fait, là, ce que vous voyez comme graphique sur l'espérance de vie aux États-Unis, c'est sûrement, l'hypothèse de base, c'est que ça touche surtout les hommes blancs qui habitent dans le Midwest, donc dans des pays qui sont très ruraux, et qui, en fait, où il y a eu énormément d'opiacés qui ont circulé. Et donc, en fait, c'est une hypothèse qui est attestée, c'est de se dire qu'en fait, cette baisse un peu de l'espérance de vie qui est observée, qui sont les effets énormes, parce que pour observer une baisse d'espérance de vie, il faut que vous ayez beaucoup de personnes qui décèdent. Et donc, que ça, c'est lié au fait du syndrome de l'homme blanc qui connaît le déclassement aux États-Unis et qui va tomber dans les drogues. Et donc, cet effet-là, il est tellement énorme qu'on l'observe en termes d'espérance de vie. Et donc, dans l'idée, c'est donc qu'il faut un peu remettre tout ça en perspective. C'est-à-dire que, au début, je vous ai dit, OK, on a une hausse de l'espérance de vie qui augmente et donc on profite tous de ça. Et ensuite, on a mis des politiques qui ont cherché à préserver des gens, et donc ça a plus ou moins fonctionné, et donc c'est quand même pas mal. Et après, je vous montre que oui, il y a des inégalités qui sont très fortes et qui auraient potentiellement coûté moins cher à résorber, mais qui socialement posaient de plus grandes questions. Et donc, c'était mon dernier slide. Merci.